merci à vous, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi vous. Donc, ouais, effectivement, je parle depuis le point de vue de l'IDRI. L'IDRI, ça a été dit, c'est un think tank. Et notre rôle, c'est effectivement, comme ça a été dit, de contribuer au débat public, au débat politique. Je pense un peu dans la veine de ce qui vient d'être dit par Marc-André Sellos. Pour prendre des bonnes décisions, il faut pouvoir discuter. Et pour pouvoir bien discuter, il faut avoir les bons éléments de la discussion. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire par nos travaux. Sur les questions d'élevage, ça fait maintenant pratiquement 4 ans qu'on essaye de travailler en étroite collaboration avec les interprofessions. Jean-Michel qui est là en sait quelque chose. Voilà, donc je vais vous restituer quelques éléments de ça. La question qu'on m'a posée, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait de notre élevage dans le contexte du changement climatique, qui sont déjà là de toute façon et qui vont s'amplifier. A priori, c'est assez clair. Et en fait, derrière cette question, pour moi, il y a 3 questions. Il y en a une première qui est, quels sont les impacts à venir ou les impacts en cours du changement climatique sur la filière volaille ? Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire évoluer les modes de production pour améliorer l'adaptation à ces changements en évitant la maladaptation, c'est-à-dire en fait le fait de s'adapter à court terme finalement en empirant la possibilité de s'adapter à long terme, c'est ça la maladaptation. Et puis qu'est-ce que ça a comme implication pour la filière, y compris jusqu'au consommateur, parce que en fait, quand on change les modes de production au niveau de l'exploitation agricole, ça ne se fait pas sans l'industriel, ça ne se fait pas sans la couveur, ça ne se fait pas sans le consommateur. Et donc, en fait, penser le système de production lui-même, tout seul, ça ne va pas nous amener très loin en termes de stratégie de transformation. Et donc, ce que je vais vous raconter, ce que j'essaie de vous raconter, c'est comment est-ce que nous, on a essayé d'aborder ça en discussion avec les acteurs de la filière dans une approche par scénario, où on replace le maillon de production à la fois dans la filière, de l'amont jusqu'à l'aval, y compris le consommateur, comme je viens de le dire, mais aussi dans les équilibres de biomasse du système alimentaire dans son ensemble. Et je pense que ça, c'est un élément qui est central. Alors, je fais toujours cette blague, je trouve qu'elle marche bien. Si vous n'avez vraiment pas envie de m'écouter, je vais vous dire tout ce que je vais dire de manière ramassée maintenant, comme ça vous pouvez faire autre chose après. Le premier point que je vais essayer de faire, c'est de montrer que, en tout cas, vu depuis ma lucarne à moi, où je regarde surtout des questions de biomasse, je ne suis pas du tout un spécialiste de la volaille, pas du tout, du tout. Il y a des gens dans cette pièce qui sont bien meilleurs que ce qu'on peut faire à l'IDRI. Ce que j'essaie de montrer, c'est que vu depuis ma lucarne, les questions d'adaptation de la filière volaille, c'est une question d'augmentation de la résilience à des chocs d'appro sur l'aliment. Voilà, je pense que c'est très cohérent avec ce qui vient d'être dit par Marc-André Sellos. À la fois des chocs d'appro sur l'aliment domestique et des chocs d'appro sur l'aliment importé. Et vous voyez où mon regard porte sur le soja. Je vais essayer de vous raconter comment on a essayé de développer un scénario parmi d'autres possibles. Je ne suis pas en train d'essayer de vous raconter dans ce qui va suivre un truc qui est la panacée, l'idéal. C'est une exploration qu'on a essayé de faire en combinant 3 leviers. 2 leviers sur le volet production, un levier d'efficience, un levier quelque part de recyclage, c'est-à-dire de meilleure valorisation de l'ensemble des matières organiques, et puis un levier de consommation. Pas de surprise, baisse de conso des produits animaux, ça a été dit en introduction par la personne de l'INRA. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver un scénario qu'on a modélisé pour trouver un équilibre entre des enjeux économiques et notamment autour de la question du taux de couverture. Jean-Michel l'a rappelé tout à l'heure, c'est un élément central. Il est difficile de concevoir une situation dans laquelle on continue d'apporter 50% de ce qu'on consomme. Et donc, on s'est posé la question de à quelles conditions on peut améliorer ça. Des enjeux environnementaux d'adaptation et d'atténuation, des enjeux sociaux. Il y a tout un débat, alors il est très français, il existe aussi en Italie et dans d'autres pays, il est beaucoup moins présent chez nos collègues nordiques, mais à quoi ressemblent nos fermes en 2035, en 2040? Est-ce qu'on veut encore perdre 20% des exploitations dans les 10 prochaines années? En France, on dit plutôt non dans le débat public, mais si on dit non, à quoi elles ressemblent nos fermes et comment on s'y prend et quels sont les emplois qu'on met derrière? Ce que vous verrez, c'est un peu ce que disait Marc-André Sellos tout à l'heure, ce scénario-là, il n'est pas très crédible dans les conditions actuelles. Donc on rêve un peu tout debout. Et donc, on a besoin de questionner les conditions de marché. On a besoin aussi de penser à d'autres horizons possibles. Je ferai de manière hyper rapide quelques pointeurs vers des scénarios alternatifs qu'on a explorés, encore une fois en discussion avec la filière volaille, pour pointer les questions que ça soulève. Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de raconter. En 5 minutes, j'ai résumé l'essentiel. Comment je vais m'y prendre? Je vais commencer par faire un bilan biomasse assez grossier
de comment on utilise la biomasse en France et quels enjeux ça pointe pour demain. Je vous montrerai ensuite la démarche de modélisation qu'on a mis en place avec nos collègues d'ICATCE, de Solagro et en Internal Hydri pour essayer de tester différents scénarios, de regarder ce que ça veut dire économiquement, socialement, environnementalement. Et puis quelques hypothèses clés d'un des scénarios qu'on a travaillé. On l'a appelé nous le scénario des think tanks, parce que c'est pas qu'on le revendique comme le meilleur possible, c'est qu'on le trouve pertinent à mettre dans le débat. Et puis du coup, je terminerai sur quelques résultats et quelques éléments de discussion. Alors si on regarde le bilan biomasse à grands traits de la ferme France, bon, d'abord mettons-nous d'accord sur le système alimentaire. Qu'est-ce que c'est? Bon, le système alimentaire, d'abord, il a des frontières. En l'occurrence, on parle de la France, donc on a des frontières, on importe, on exporte, soit. Et puis on mange. On mange des calories, des protéines, du gras, des nutriments. Et ce qu'on mange, ça vient à la fois de la production végétale. Cette production végétale, elle vient du sol, hein, Marc-André Solos l'a dit. C'est le produit d'un usage des terres et d'un rendement. Mais cette production végétale, elle ne sert pas que à nous nourrir, nous. Hein, elle alimente aussi des usages non alimentaires, qui sont aujourd'hui mineurs, mais qui sont appelés à devenir plus importants. Et puis elle alimente les animaux, les volailles dont on parlait tout à l'heure, avec une quantité donnée d'alimentation animale. Et évidemment, cette production animale qui vient aussi nourrir l'assiette des consommateurs, elle est elle-même le produit d'un cheptel et d'un rendement par cheptel et d'une efficience dans l'usage du feed pour chacun des types d'animaux. Derrière ce fonctionnement-là, derrière mes boîtes-là, il y a une physiologie phosphatée, azotée, hein, c'est les variables de commande du système, et donc il faut comprendre comment les éléments minéraux, phosphate, azote, alors nous on regarde surtout l'azote dans le modèle qu'on a, parce que le phosphate c'est sacrément compliqué, on regarde comment il arrive dans le système, soit depuis de l'azote minéral, soit par la fixation symbiotique, hein, soit en rotation, soit dans les cultures, dans les prairies permanentes. Et puis comment ça circule dans cette affaire-là? Qu'est-ce qu'on arrive à recycler? Alors Marc-André Solos l'a dit aussi tout à l'heure, hein, on pourrait recycler plus des PISA et des fesses humains. Ça, c'est plutôt les travaux de Gilles Billen qu'on a moins regardé nous, mais en tout cas, c'est une question qui se pose. Voilà. Donc, juste pour qu'on soit au clair sur ce système alimentaire français, un bilan physique. Et puis, qu'est-ce qui se passe en France? En 2020, on en est où? En 2020, on produit 150 millions de tonnes de matière sèche, à peu près à partie égale entre du grain et des résidus. Et puis, on produit 75 millions de tonnes de matière sèche dans les prairies permanentes et temporaires. Alors, on en envoie 20 dans les assiettes des consommateurs. On en envoie 10 essentiellement en biocarburant, un petit peu en biométhane et un tout petit peu en biomatériaux. On en envoie 30 à l'export, essentiellement des céréales. Et puis, on en envoie 100 chez les animaux. Alors, 75 de fourrage, hein, et 25 de grains et de coproduits pour les monogastriques. On en importe aussi. Alors là, j'ai mis que le soja, hein, 3 millions de tonnes de matière sèche, à peu près. Et puis, en fait, dans tout ça, on a besoin d'importer de l'azote. Alors, ce n'est pas de la matière sèche, là, c'est des millions de tonnes d'azote. Mais on importe de l'azote minéral. On en fabrique un tout petit peu encore en France, mais en fait, de moins en moins. C'est ça qui fait que le reste tient. Et puis, on en fait revenir au sol 70 millions de tonnes de matière sèche. Ce n'est pas assez par rapport à ce qu'on perd par le labour et par l'exportation. Donc, on a besoin de faire augmenter cette partie-là. Donc, c'est important d'avoir cette figure-là, cette photographie-là. Elle est, on va dire, à un pouillème près, hein. Vous la retrouvez dans les travaux du SGPE, c'est ce qu'on a fait avec nos collègues de Solagro. C'est important parce que ça nous dit où sont nos marges de manœuvre et où sont les grands enjeux. Alors, je double cette photographie-là d'une autre photographie qui s'appelle le taux de dépendance. Le taux de dépendance, c'est l'import moins l'export divisé par la conso sur les protéines et sur les calories. Alors, le taux de dépendance, il est mesuré en pourcent de ce qu'on consomme. Donc, en gros, hein, plus vous êtes négatif, plus vous êtes exportateur net, hein, parce que c'est vos imports moins vos exports. Et plus vous êtes positif, plus vous importez. Alors, sur les calories, cocorico, hein, on exporte plein de céréales, et donc on est des exportateurs nets à hauteur de plus de 50%, quasiment 50% de ce qu'on consomme. Youpi. Sur les protéines, c'est un peu plus compliqué. On le sait, on importe massivement de la protéine végétale pour notre cheptel. On est néanmoins quand même exportateur net, hein, à hauteur de 5-7%. En fait, si on rajoute les 2 millions de tonnes d'azote minéral qu'on importe chaque année, en protéines, on devient déficitaire largement. Alors, est-ce que c'est un but en soi d'être autosuffisant? Je vous laisse en juger, mais c'est important d'avoir la photo pour pouvoir discuter sur des bases à peu près correctes. Cet équilibre offre-demande, celui-là là, et celui d'avant, en fait, il est sous contrainte. C'est-à-dire qu'on a une demande croissante en biomasse, ça ne vous aura pas échappé, hein, quand vous allez à la DGE, la Direction Générale des Entreprises à Bercy, et que vous demandez comment les industries comptent se décarboner, pas de problème, il y a de la biomasse en France. Oui.
Ce n'est pas tout à fait si simple. Et donc aujourd'hui, on a une demande croissante qui est x4 à x8 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas en biomasse agricole. 90% pour l'énergie ou pour des biomatériaux. Est-ce que c'est une bonne idée? Encore une fois, j'en sais rien. Mais j'ai une idée. Je pense qu'il faut faire très attention à la quantité de biomasse qu'on envoie en énergie. Ça a été dit par Marc-André Sellos aussi. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est ça l'état des lieux de la conversion en France. Et on sait bien que ça ne boucle pas. On a aussi une part de la demande en biomatériaux, ce qui me paraît plus intéressant, pour virer le carbone fossile de toute la chaîne de matériaux dont on a besoin. En vis-à-vis, l'offre, elle est sous méga contrainte. On a des rendements qui sont déjà très proches des potentiels maximums. Là, sur cette carte de l'Europe, sur les céréales, plus vous êtes vert, plus vous êtes près des potentiels agronomiques maximum. Donc la France, on est quand même très très vert par rapport à ce qu'on imagine être le rendement max. Et puis, non seulement on est très près des rendements max, mais en fait, sur cette carte-là, vous voyez qu'on est rouge. Et rouge, ça veut dire que sur les trois cartes, blé, orge et maïs, on est sur des plateaux de rendement. Et puis, vous avez au milieu la date, depuis le milieu des années 90, on est sur des plateaux de rendement sur toutes ces productions-là. Donc, évidemment, là-dedans, il y a les effets du climat, mais aussi de la simplification des agrosystèmes. J'aime bien, moi, ces travaux de Matteo Denez et de ses collègues qui montrent comment, en fait, la simplification des agrosystèmes est un vecteur de réduction des services écosystémiques qui sont offerts à l'agriculture, notamment, par exemple, ici, par la perte de richesse et d'abondance des pollinisateurs ou des ennemis naturels qui, en fait, réduisent le niveau de service et, en vis-à-vis, réduisent votre potentiel productif de l'agrosystème. Alors, quand on regarde dans le détail, on voit ici sur les rendements en grande culture l'effet des inondations de 2016, la sécheresse de 2022. Si on regarde sur le long terme, ça c'est les rendements du blé tout France entière. Bon, on voit bien qu'il y a un double effet de plateauisation des rendements et puis d'accroissement de la variabilité. Et puis on peut toujours se dire, bon bah oui, on va continuer à augmenter les rendements. Bon, en fait, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Et nous, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, on doit aussi envisager ce risque-là d'effondrement des rendements. Et que, au fond, la question, c'est plutôt de savoir comment on stabilise tout ça, comment on est plus résilient, notamment par rapport à cette demande en feed, qui est la clé de voûte de nos systèmes monogastriques. Et puis, en plus, on a des imports de soja en Union européenne qui sont de plus en plus contraints géopolitiquement parlant, puisqu'on représente une part de plus en plus ténue de ce que exportent les Brésiliens et les Américains. Donc voilà, j'en conclus ici que l'adaptation du secteur de la volaille, c'est d'abord un enjeu de sécurisation des besoins en feed, et que la question, c'est comment on s'y prend. Donc, comment on s'y prend et comment on prend en compte dans cette réflexion-là des enjeux qui vont au-delà des questions physiques. Pas pour dire que les questions physiques ne sont pas importantes, loin s'en faut. Mais c'est que, en fait, la manière dont notre système s'organise, il est étroitement déterminé par des conditions de marché et des conditions politiques et des règles politiques qui organisent ces conditions de marché-là. Donc, comment est-ce qu'on regarde tout ça et comment on regarde les effets sur notre compétitivité, sur les échanges? On sait très bien que c'est au cœur des stratégies économiques. Alors nous, ce qu'on fait pour faire ça, on n'a pas une martingale, on n'a pas une solution miracle, mais on a développé des outils de modélisation relativement simples qui permettent de discuter. Ce n'est pas des grosses boîtes noires dans lesquelles on met plein d'hypothèses et à la fin on a plein de résultats et on ne sait pas comment ça marche. C'est des outils qui permettent de regarder d'un côté les équilibres physiques, de l'autre côté les équilibres des fermes, de l'autre côté les équilibres de l'industrie et enfin la partie consommation. Et donc on regarde des équilibres biophysiques et puis on se pose la question de comment on peut mettre en cohérence des objectifs biophysiques avec une organisation de filière, des fermes, des industries et des consommateurs en étant relativement granulaire dans la représentation des fermes, des industries et des consommateurs. Il n'y a pas un seul consommateur français, comme il n'y a pas une industrie de la transfo de la volaille, comme il n'y a pas un producteur de volaille en France. Il y en a différents et donc on fait des typologies qu'on essaye de développer. Ça nous permet en fait de nous poser la question de finalement comment, quand on met tout ça ensemble, on arrive à être quelque part bon, entre guillemets, ou pas trop mauvais, sur des questions d'emploi, de revenus agricoles, d'emploi agroalimentaire et d'alimentation, en plus des enjeux physiques. Évidemment, je fais souvent ça dans les discussions, vous voyez que l'équation, elle a beaucoup de termes, et qu'en fait, c'est très difficile de tout maximiser. Et donc, en fait, on est en permanence en train de penser les compromis qu'on peut faire et la manière dont on les fait, qui va fonctionner ou qui va moins bien fonctionner. Et peut-être que des fois, il faut accepter que tout ne rentre pas dans l'équation. Ce que nous, on a exploré côté think tank et qu'on a présenté aux acteurs de la filière, c'est un scénario qui combine 3 leviers. 2 leviers côté production. D'un côté, sur la production standard, on fait l'hypothèse qu'il y a des gains d'efficience à aller chercher, et donc il ne faut pas s'en priver. Ces gains d'efficience, il faut aller les chercher parce qu'ils vous permettent de produire plus de viande avec moins de feed. Allons-y. Mais qu'il faut aussi aller chercher de la rusticité, c'est-à-dire
des modes de production qui vont être moins regardants sur les types de feed. Parce que quand on va chercher des gains d'efficience, on a des poulets, c'est des Formule 1, vous le savez mieux que moi. Et donc, en fait, le type de feed qu'on doit leur amener, il est extrêmement spécifique. Et donc, il s'accommode mal d'une variabilité dans les approvisionnements. Donc, comment on combine les deux? C'est ce qu'on essaie de faire ça modestement. On aurait pu tirer deux scénarios hyper contrastés, un qui fait 100% Formule 1, l'autre qui fait 100% rusticité. On essaie de faire un peu des deux, ça se discute. Je vous en laisse juger à la fin. Je précise aussi un truc super important. On a voulu, peut-être aussi, ça se discute, intégrer dans cette conversation la question du bien-être animal. Alors là, les tensions bien-être animal et approvisionnement en feed sont énormes. Quand vous intégrez, en tout cas tel qu'on le fait aujourd'hui, le bien-être animal, vous dégradez vos indices de conso. Donc, vous avez un trade-off, production, indice de conso, besoin en feed et puis bien-être animal. Comment vous le gérez? Il n'y a pas de martingale, encore une fois. Et donc, tout ça, c'est une affaire de discussion et de construction de compromis. On a fait une hypothèse hardie, hein, j'en suis conscient, de baisse de la conso de 14%, complètement hardie. C'est ça qui fait tenir le scénario. On sait que le tendanciel aujourd'hui il est plutôt à 15%. Hein. Par tête de pipe, on est sur une tendance à 10 ans de plus 15% de conso de volaille en France, si on prend les 10 dernières années. Donc dire que ça va baisser de 14% alors que ça augmente de 15%, c'est un tout petit peu hardi, mais ça permet de poser des questions. Vous le voyez ici sur cette courbe-là, hein, où on voit le tendanciel, donc en bleu c'est les quantités totales et en rouge c'est les quantités par personne. Voilà, vous voyez le scénario, hein, il est en rupture assez forte par rapport au tendanciel, ça se discute fortement, évidemment. Dernier élément, pour expliquer, pour cadrer ce scénario, notre objectif c'était de se poser la question de comment on accroît cette résilience et la performance environnementale de l'ensemble des enjeux, des aspects de la filière, émissions, adaptation, demande en terre, c'est l'essentiel, hein, et le bien-être animal, avec un accroissement du taux de couverture. Vous avez compris, l'accroissement du taux de couverture, il se fait sur la demande. Donc évidemment, économiquement, ça pose plein de questions, on les a bien vues, vous inquiétez pas. Et donc la question à laquelle on essaie de répondre, c'est comment ça fait bouger les fermes, comment ça fait bouger l'industrie, comment ça fait bouger les bilans environnementaux. Je ne vais pas tout déplier, hein, il me reste formellement 6 minutes. Si vous avez des questions, on pourra en discuter soit là, soit après à la pause, et puis je serai ravi de partager avec vous plus d'éléments. Je pense que c'est important, avant que je rentre dans les résultats, de dire ici que tout ce que je vous raconte là, ce n'est pas publié, ce n'est pas stabilisé. C'est un outil de conversation. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est ça la solution. Je suis en train de dire discutons. Et pour discuter, il faut des outils. Voilà. C'est ça l'idée. Et on publiera plutôt en fin d'année, et on en aura rediscuté d'ici là avec Envol et les autres interpros de l'élevage. Donc, résultat et toutes les questions qu'il y a avec. Donc, quelques bilans. Un bilan de production à la baisse. Alors, en fait, même si on accroît l'efficience, on fait une hypothèse de baisse de prod et une production qui se fait sur du standard 2035, donc plus efficient avec un indice de conso meilleur, sur du poulet ECC qu'on fait apparaître ici, donc European Chicken Commitment, pour faire droit à une demande sociale qui aujourd'hui existe, qui ne se traduit pas dans des actes d'achat. On sait très bien que c'est un problème, mais elle est là. Et puis, donc, on fait vivre du poulet standard et du poulet bio. On a des émissions de gaz à effet de serre qui baissent plus que la baisse de la prod. Hein. On a un pouillem près, on a 5-7% sur la prod, et puis on est à 10% sur les émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on a ces gains d'efficience et une gestion des déjections un peu différente. Et puis, on baisse, en fait, les besoins en surface, avec un indice de conso qui diminue à la marge de quelques pourcents. Voilà un peu la logique qu'il y a derrière. Comment on a fait pour arriver à ces résultats-là? On a représenté de manière explicite l'évolution des fermes. Alors, je ne rentre pas dans tout le détail, on a fait ça de manière étroite avec les collègues d'Itavi. On a caractérisé les fermes actuelles en fonction de leur taille, de leur système technique et, on va dire, de leur rentabilité, des segments de marché qu'elles visent. Et on s'est posé la question avec les collègues de l'Itavi, mais qu'est-ce qu'elles pourraient devenir ces fermes-là? Et puis, quelles sont les fermes qu'on favoriserait dans ce scénario? Donc là, par exemple, les grandes exploitations aujourd'hui à 70 000 places, on les fait évoluer pour partie vers des systèmes encore plus grands avec des gains d'efficience significatifs, et puis une autre partie vers des systèmes en ECC. Les moyens, on les fait s'agrandir un petit peu, et puis on laisse les systèmes en SICO se maintenir, et puis on augmente de manière assez significative en fait, les systèmes en polyculture élevage, ou en polyélevage, pour permettre en fait, ce recyclage de matière organique. On a fait la même chose sur l'industrie, on a fait la même chose sur la conso, je ne rentre pas dans le détail. Au global, qu'est-ce que ça donne? On peut faire un espèce de graphe radar comme ça, dans lequel on passe l'ensemble des enjeux.
Production, donc vous avez un 2020, c'est la partie bleue, et puis vous avez donc en vert le scénario là, donc on baisse un peu la prod, on baisse un peu le, pardon, en vert c'est la, hop, on baisse un peu la prod, on baisse un peu le nombre de fermes, on baisse un peu les emplois parce qu'en fait la concentration elle est quand même là de fait, on baisse les besoins en terre, on baisse les émissions, on baisse les besoins en tourteaux, etc., on baisse l'indice de conso, et puis finalement la question c'est est-ce qu'on peut explorer d'autres trucs? Alors, je ne vais pas faire tout le détail, je ne vais pas refaire toute la blague, mais oui, on a fait cette exploration. On s'est amusé à penser à un scénario où, non, en fait, on ne peut pas se permettre de baisser la prod, parce qu'en fait, on n'a pas du tout de garantie que la conso elle puisse baisser. En fait, on a plutôt l'impression qu'elle va continuer à augmenter. Jean-Michel acquiesce, évidemment. Et donc, on a fait un scénario souveraineté, avec des gains d'efficience forts, et donc on voit la production qui augmente de 20%, mais où, du coup, pour que ce scénario-là il soit aussi crédible, et c'est un scénario qui est plutôt compétition de marché, le nombre de fermes, il se réduit aussi. On est sur des fermes qui sont plus efficaces, plus performantes, plus compétitives, qui vont aller chercher des gains d'indice de conso, mais qui, du coup, vont augmenter leurs besoins en terre, moins fort que leur production, évidemment, puisqu'on a des gains d'efficience qui sont plus élevés, mais néanmoins, qui vont augmenter. Et puis, des émissions qui augmentent aussi un petit peu, encore moins que les besoins en terre. Et puis, on s'est amusé à faire un milieu. C'est un peu nul de faire un milieu, mais c'est intéressant pour poser des questions. On s'est dit, est-ce qu'il y a un truc un peu au milieu, là? Est-ce qu'il y a un truc où on augmente la production un peu moins, où on baisse la conso un peu moins, où le taux de couverture, du coup, on est encore meilleur? Donc le taux de couverture, il est là. Et donc, dans ce scénario de compromis, qui ne porte pas très bien sur nous, on se pose la question de, tiens, si on stabilise la conso, ce qui serait déjà, tout le monde est d'accord, pas mal, c'est-à-dire plutôt de se dire, elle baisse, elle se stabilise, elle arrête d'augmenter à fond les gamelles, elle se stabilise par tête de pipe, c'est-à-dire qu'elle augmente encore un tout petit peu au global, parce qu'on a quand même un accroissement démographique. Comment on peut faire évoluer la production pour répondre à ces besoins, à ces enjeux d'adaptation? Et donc là, on a un besoin en terre qui diminue, enfin qui augmente un petit peu, mais moins fort que sur sa souveraineté, etc. Voilà. C'est le genre d'outil qu'on développe. Encore une fois, il n'y a pas de martingale dans ce que je raconte. C'est pour discuter. On voit bien que tout ça, c'est quand même assez difficile. Alors, pour ouvrir, et je ne prétends pas du tout conclure, évidemment, le scénario que je vous raconte, celui que j'ai décrit plus en détail, on ne voit pas bien comment on peut l'imaginer. À la fois, la demande globale, elle est en hausse, et la demande en SICO, elle est en baisse. Nous, on fait tout l'inverse. Je ne fais pas de dessin. Et on a des conditions de marché qui sont hyper défavorables. La très forte concurrence intra- et extra-UE, elle fait que des fermes qui ne vont pas augmenter en surface, en taille, et qui ne vont pas aller chercher des économies d'échelle, on ne voit pas comment elles peuvent rester dans le marché. Donc, notre scénario, ce n'est pas une solution. Mais en même temps, il fait une partie du boulot, qui est de réduire notre besoin en feed pour être sûr que demain, on puisse continuer à avoir de quoi approvisionner nos volailles. Donc, ce n'est pas un scénario qui est inutile dans le débat. Il fait une partie du boulot qu'on a besoin de faire. En vis-à-vis, les scénarios alternatifs, en tout cas les scénarios qui sont plus faciles à penser, ils augmentent tous nos besoins en terres arables, malgré des gains d'efficience qui sont significatifs. On a des indices de conso qui baissent de 20% parfois. Donc, ce n'est pas vraiment non plus des réponses aux difficultés climat qu'on va se prendre dans la figure, ni aux difficultés géopolitiques qu'on va se prendre dans la figure. Je ne parle même pas des questions que Marc-André Sellos a évoquées sur fertilité des sols, productivité, etc. Alors, sauf à imaginer, évidemment, un report massif de la conso de produits animaux des autres filières vers la volaille. Et là, tout c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel du feed qu'on consomme demain en France, c'est du feed qui va vers la volaille. On oublie les cochons, on oublie la production laitière. Non mais, je suis provocateur exprès. Mais ça, c'est plus une solution déjà en termes de contraintes climat et fonctionnalité des agrosystèmes. Et puis, dernier truc, tout ça se complexifie quand on intègre du bien-être animal. Hein, moi, j'ai déjà eu des conversations avec des collègues qui me disaient « je ne suis pas sûr qu'on puisse se permettre de penser bien-être animal dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui ». Évidemment, en vis-à-vis, j'ai d'autres collègues qui me disent « je ne vois pas comment on peut éviter cette question ». Bon, voilà. Donc, tout ça est une affaire de choix collectifs. Et donc, c'est une affaire de débat et de débat constructif, et pas le débat stérile qu'on a eu pendant 3 mois, à grand renfort d'anathèmes les uns vers les autres. Et donc, on a essayé d'équiper ces débats, et c'est ce que nous, on essaye modestement de faire. Et si ça sert un tout petit peu, on sera déjà très content. Je vous remercie. Merci Pierre-Marie. Oui, alors bien évidemment, on a l'occasion de travailler régulièrement avec l'IDRI.
Alors maintenant, c'est replacer ça, je dirais, dans le côté pratique de comment on met ça en place au quotidien, parce que nous, le constat qu'on voit, c'est la consommation de volaille continue à augmenter, et je pense qu'elle continuera, surtout le poulet, avec des changements sociologiques de consommation. On voit malheureusement, mais c'est comme ça, les gens ils consomment de moins en moins un produit, de plus une addition d'ingrédients, vu que c'est les produits transformés qui augmentent. On voit que le plébiscite d'ailleurs du consommateur face à ces produits-là, c'est un plébiscite aussi de manger du poulet de tous les jours, du poulet standard, parce que c'est ces modèles d'élevage-là qui alimentent le marché. En même temps, on évolue avec des règles où on a un système complètement ouvert avec beaucoup d'importations. On a failli avoir l'accord avec le Mercosur le 1er février, c'était 180 000 tonnes de blanc de poulet en plus de tout ce qu'on importe déjà. Il y a le dossier sur l'Ukraine. Il y a le Chili, 40 000 tonnes de blanc de poulet en plus. La Commission européenne veut relancer le débat avec la Thaïlande, autre grand pays dont on importe de la volaille. Donc en fait, le schéma européen, ça continue, je veux dire, voilà les importations. Donc dans un contexte tel qu'il est, avec les consommateurs tels qu'ils sont, et en plus avec une approche où il faudrait, je pense, qu'on recroise production et consommation, parce que comment être efficient sur la production chez nous, donc dans un monde ouvert, sans frontières, quoi, je dirais, avec une consommation en fait qui est importée pour moitié et qui va continuer à augmenter sur des modèles produits transformés. Je mange de plus en plus à l'extérieur, quoi. Donc là, on est, je veux dire, le scénario, on est très loin en fait de ce qu'on est en train de vivre, quoi. Voilà ce que j'avais à dire. Ouais, merci Jean-Michel. Sans surprise, on a longuement eu l'occasion d'en discuter avec toi et puis avec beaucoup de collègues de la filière. Nous, la seule chose qu'on voit, enfin la seule chose, c'est pas la seule chose, je pense qu'il y a de toute façon des gains de compétitivité à aller chercher sur la filière. Vous le savez, vous y êtes au quotidien, mais je pense que dans le contexte actuel, c'est difficile de lâcher ça. Donc il va falloir aller les chercher. Peut-être qu'il faudra de l'argent public pour le faire, je ne sais pas, ça c'est à vous de nous dire. Mais je pense qu'en parallèle de ça, on ne peut pas faire l'économie d'un travail sur les pratiques alimentaires. Tu l'as dit, le poulet c'est devenu un produit de consommation quotidienne sous des formes où la majeure partie des gens qui le consomment, y compris les étudiants à qui j'enseigne à Sciences Po, ils se rendent même plus compte qu'ils bouffent du poulet. Ils disent qu'ils sont végétariens, mais en fait ils mangent du poulet tous les jours ici et là. Non mais c'est assez dingue. Donc, et là-dessus, c'est pas juste une question d'éducation du consommateur. En fait, il y a tout autour de ça une question structurelle d'environnement alimentaire. Je vais faire un parallèle avec la bagnole. Vous n'allez pas vous mettre à prendre le bus s'il y a un bus qui passe 2 fois par jour devant chez vous. Vous allez garder votre bagnole. Vous n'allez pas manger moins de poulet si vous avez autant de poulet offert sans même que vous en rendiez compte dans les étalages et dans les boîtes de fast-food autour de chez vous. Donc comment est-ce qu'on pense de manière plus structurelle l'environnement alimentaire comme l'environnement de la mobilité pour accompagner des choix qui soient un peu plus cohérents avec les besoins de la filière et les besoins environnementaux. Et nous, je termine là-dessus, le slogan qu'on aime à manipuler, qui n'est pas de nous, qui est de nos collègues sociologues de la théorie des pratiques, quand on peut, on veut. Alors, y a-t-il une question dans la salle ? Plus de questions ? Du coup, est-ce que votre modèle, vous pouvez partir de la consommation plutôt que de la production ? En général, on part plutôt de la conso. On fait ce qu'on veut, en fait. C'est un modèle qui est... en fait, comme c'est une suite de modules, tout est modulaire, et en fait, on fait ce qu'on veut. Il y a plein d'hypothèses exogènes, on les met où on veut, et on commence par ce qu'on veut. Le tout, c'est de trouver des cohérences. Du coup, quelle est la question derrière ? Là, vous partez d'hypothèses de production. Vous ne prenez pas en compte ce qu'on consomme, en fait. Bah, si, parce que quand on a fait le scénario souveraineté, quand on l'a travaillé, on est parti de la conso. Et on a dit, bon, bah, si c'est ça la conso, on était avec Paul Lopez et d'autres, on s'est dit, bon, bah, la conso, elle va être à plus 10% demain, c'est le minimum. Alors Paul nous a dit, non, mais soyez
soyez un peu plus modeste, plus 7%. Ok, plus 7, Paul, pas de problème. Si on est à plus 7, qu'est-ce qu'on met en face pour regagner 20 points de part de marché? Voilà, on est parti de la conso. Ok. Eh bien, je vous propose donc du coup de faire la pause. Ah, il y a une question. Une question ici. Oui, merci pour cette présentation, mais ce qui m'a gênée, je dois dire, c'est qu'il y avait eu un gros travail fait il y a quelques années, ou plusieurs années peut-être, par l'ITAVI, avec plusieurs scénarios. Moi, ça me gêne toujours quand il n'y en a qu'un, parce qu'il y a plusieurs... Il n'y en a pas qu'un, il y en a 3 à la fin. J'en ai développé un pour vous montrer la logique. Oui, mais c'est dans les facteurs. Souvent, on parle des drivers. Bon, c'est quoi les facteurs de pression? Il va y avoir telle pression, ça va faire bouger quoi dans le système? Ou alors, si c'est telle autre pression qui est plus forte, ça va faire bouger le système autrement. Notamment les pratiques alimentaires ou le pouvoir d'achat. Par exemple, là, je n'ai pas vu la question dont on entend. Alors, peut-être qu'on me rabâche les oreilles et que c'est une toquade politique, mais bon, le pouvoir d'achat. Et donc, qu'est-ce qui fait que le consommateur, il achète tout tel... Enfin, c'est quand même un facteur de pression. Et alors, est-ce que c'est qu'il est sous-entendu? C'est pour ça que vous pensez à une baisse de consommation? Mais enfin, moi, je ne suis pas une spécialiste des scénarios, mais je ne m'y suis pas retrouvée dans... On appuie sur quel bouton et puis on voit comment le système bouge si on appuie plus sur ça ou sur ça ou sur ça. Ouais, très rapidement, parce que pour le coup, c'est une bonne partie de mon métier que de faire de la prospective. Il y a au moins 2 manières de faire. Il y a une prospective, on va dire, comme vous venez de l'évoquer, c'est-à-dire on regarde le système et on regarde comment il pourrait évoluer. Tiens, qu'est-ce qui se passerait si? Et puis il y a une prospective qu'on appelle normative, où on dit, tiens, moi, ce que j'ai envie de regarder, c'est ça. Je regarde ça et je teste la cohérence de l'image finale. Et je me demande ensuite comment je fais pour y arriver. Alors là, je ne vous ai pas tout développé parce qu'on n'a pas tout fait. Mais voilà. Et donc, les 2 manières de faire sont évidemment très complémentaires. Et là, on est plutôt parti sur une logique d'exploration de, tiens, si vraiment on voulait obtenir X, et X, il y avait plusieurs choses, on partait d'équilibres de marché finaux. Tiens, quelle équilibre qu'on veut? On voulait tous un équilibre de marché qui était avec plus de taux de couverture. Mais on peut l'obtenir de plein de manières différentes. Donc, on a exploré plusieurs manières de tenir ce taux de couverture. Évidemment, après, ça pose plein de questions, c'est ce que Jean-Michel a dit. Hein. Ah oui, mais comment on fait? Et donc, c'est le chemin, c'est le pas d'après. Et il faut continuer à discuter. Et c'est très complémentaire avec une démarche qui dirait, mais qu'est-ce qui pousse aujourd'hui la transformation des systèmes? Voilà. Moi, c'est juste de revenir, parce que je ne suis pas certain d'avoir bien compris, mais dans le schéma des flux que tu as présenté au début, donc tu dis, voilà, moi je considère qu'il y a une importation qui est celle notamment du soja que tu as mis. Et en poulet, quand même, on importe justement aussi beaucoup de poulet fini, on va dire, qui vient d'autres pays. Et ça, du coup, vous ne le considérez pas comme une variable. Donc tu dis, voilà, après je fais des scénarios de consommation. Mais du coup, comment cette importation, je n'ai pas très bien compris, est-ce que c'était une variable qui était intégrée ou non? Si elle ne l'est pas, je trouve dommage, parce que du coup, je vois bien que le raisonnement GES se fait plutôt dans une dimension empreinte. Et du coup, on fait fi de toutes ces importations de poulet fini derrière. Et ça, enfin, désolé, mais pour moi, ce n'était pas très clair. Le flux initial, c'était juste des flux de biomasse végétale. Donc, je n'ai pas mis les exportations de produits animaux non plus, comme je n'ai pas mis les importations de produits animaux. Et ensuite, dans le graphe radar final, en fait, il y a un calcul de taux de couverture. Et l'enjeu du taux de couverture, enfin, chacun des scénarios a essayé de rehausser ce taux de couverture. Effectivement, après, on peut appliquer un facteur d'émission sur les niveaux d'importation pour avoir une vision plus large de l'émission globale du scénario. Ouais, mais du coup, est-ce que dans ce taux de couverture, on refait aussi des hypothèses de qu'est-ce qu'on importe? Puisque donc, toi, tu dis, on fait des scénarios, on garde du poulet label, qui est quand même une singularité française. Typiquement, c'est un produit où il n'y a pas forcément de concurrence à l'import. Si demain, on dit, tiens, on concurrence, on demande à être concurrencé sur ce segment-là, ça peut beaucoup changer quand même les hypothèses et rebattre les cartes. Enfin, c'est pas... Mais ce volet importation, je pense que c'est aussi une voie de travail, de questionnement qu'on a à avoir et de positionnement, où là, justement, il faut peut-être alerter à des niveaux politiques aussi, de comment on peut protéger ça. Il y a du travail aussi à faire. Ma voisine me dit qu'elle est d'accord avec Vincent et que la partie consommation est trop invisibilisée. Bon, je rappelle que j'avais 23 minutes pour présenter. Donc on a fait un énorme travail sur la consommation où on représente la société française en 12 catégories sociales. Et pour chacune des catégories sociales, on a un pouvoir d'achat,
un panier détaillé par catégorie de produits. Ces catégories de produits elles sont convergentes avec la structure de l'industrie telle qu'on l'a représentée. Et donc, on a tous les poulets entiers, les élaborés de poulet, etc. Bon, voilà, en 23 minutes, je ne vous raconte pas tout ça. Et donc, effectivement, on a besoin d'avoir cette réflexion-là. Je ne l'ai pas montré ici.